Bienvenue tout le monde. Merci de votre présence à ce premier webinaire de la série de la BRC, Voix autochtones et collections de bibliothèques, organisé par le groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Je suis Julie Morin, directrice principale à la BRC. Malheureusement, nous n'aurons pas d'interprétation simultanée en direct à cause de problèmes techniques ce matin. Nous allons partager un enregistrement de l'interprétation après l'événement. Nous nous excusons de l'inconvénience. J'aimerais tout d'abord prendre le temps de reconnaître que les panélistes et les participants nous se joignent à partir de territoires autochtones traditionnels, territoires des peuples qui occupent ces terres depuis des millénaires. Où je vis et je travaille se situe en territoire Anishinaabe algonquin. Nous nous invitons à partager vos reconnaissances territoriales dans le clavardage et de reconnaître les contributions de ces peuples au fil des temps. Les participants sont en sourdine. Il y aura une période de questions à la fin. Vous pouvez saisir vos questions dans la section questions et réponses. Ali Gupta, agent de programme invité, et Abby Galucci, bibliothécaire de conception à l'Université de Waterloo, vont surveiller le clavardage pour nous. Il y a des liens vers le code de conduite de l'ABRC dans le clavardage. Les organisateurs et organisatrices s'engagent à offrir une expérience accueillante et engageante pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez parler à Suzanne Egg, directrice générale, dont les coordonnées sont aussi dans le clavardage. Nous avons aussi activé le sous-titrage en direct. Je vais inviter Ashley et Caroline, nos animatrices, pour se présenter et diriger notre conversation d'aujourd'hui. Nous pouvons commencer par Ashley, puisqu'elle apparaît en premier sur mon écran. D'accord. Ça m'a pris un certain instant pour activer mon micro. Ashley Edwards. Je suis Mitchif. Bonjour, je suis Ashley Edwards. Je suis métisse écossaise d'origine. Mes ancêtres métis viennent de Saint-François-Xavier et de Portage-la-Prairie. Saint-François-Xavier est où ma famille s'est établie. Je vis et je travaille à Burnaby, en Colombie-Britannique. Je suis bibliothécaire des collections autochtones au campus Burnaby. Celui-ci est situé sur la montagne Burnaby. C'est connu comme Thirthquayton, ce qui fait référence aux arbres qui se situent sur la montagne où je travaille. Ces arbres se situent aussi au pied de la montagne. Je suis heureuse d'être ici avec tout le monde. Merci Ashley. Caroline, je suis Caroline Delaurier-Lal. Je suis bibliothécaire de service ici à la bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique. Je suis né et j'ai grandi dans la vallée de l'Okanagan. Je suis Anishinaabe d'origine. Ma famille vient de la Première Nation Lac-Sioux. Mon arrière-arrière-grand-père, Robert Wesley, est venu de la région de Fort Albany, un Cree. Il a marié Ida Trout et il a eu mon arrière-grand-mère, Emily Wesley, qui a marié Fred Baptiste de la Première Nation Red River. J'ai donc des ancêtres d'ici de l'Est. Delaurier est le nom de famille de ma mère. Et là, du côté de mon père, ma grand-mère a été adoptée et ensuite
Elle a déménagé dans la vallée de la Okanagan, ce qui explique ma présence dans cette vallée. J'ai déménagé dans la région de Vancouver pour obtenir ma maîtrise. J'ai travaillé comme bibliothécaire étudiante. Je suis dans un territoire non cédé autochtone depuis 7 ans maintenant. J'en reviens toujours pas. Voilà quelques mots à mon sujet. Très bien. On poursuit avec la première question. Alors que les bibliothécaires font du travail de décolonisation, surtout lorsqu'il y a un recoupement avec des systèmes de savoir autochtones, il peut y avoir des difficultés liées au manque de connaissances et de formation. Quel conseil peut-on donner aux bibliothécaires qui commencent à travailler dans le domaine? C'est une question qu'on me pose souvent. Je présume que Caroline aussi se fait poser souvent cette question. J'ai de la difficulté à voir ton visage. J'ai des si petits sur mon écran. J'ai quelques conseils. J'aimerais entendre ceux de Caroline. Je conseille aux bibliothécaires de se renseigner sur les territoires et les nations où vous vous situez. C'est très important de s'enraciner dans son lieu. À moins de venir d'une de ses premières nations, ce n'est pas le lieu d'origine de sa famille. C'est bien de connaître l'histoire du territoire, de connaître l'effet de la colonisation sur le territoire. Et réfléchissez aussi à la façon dont vous, votre famille, sont arrivés au Canada et comment vous avez profité de la colonisation et de penser pourquoi ce travail dans votre carrière est important pour vous. Quand je travaille avec des professeurs, je les invite à penser à l'effet de la colonisation sur leur domaine d'études. Je dirais la même chose aux bibliothécaires. Il faut songer à l'effet de la colonisation sur le savoir autochtone, sur l'échange de savoir et sur l'enregistrement de savoir et comment les bibliothèques ont aussi participé à l'assimilation du savoir autochtone et de la culture autochtone et qu'il y a un génocide d'épistémologie et que nous avons une responsabilité partagée envers le changement. J'aimerais entendre l'avis de Caroline. Je m'excuse, Ashley. J'ai une façon de m'asseoir qui est ergonomique. Je vais essayer de me rapprocher. En plus de se renseigner sur la nation hôte, sauf si vous êtes dans votre propre territoire, je pense qu'est-ce qu'il faut faire, surtout dans le contexte de la Colombie-Britannique, c'est de renseigner sur les initiatives autochtones au Centre de technologie d'apprentissage. C'est quelque chose de particulier à notre établissement. Je vais ajouter un lien dans le clavardage pour plus de précision. Je demande à différentes personnes si leur établissement ont des initiatives semblables. Ces initiatives sont surtout conçues pour le personnel et le corps professoral, ce qui aide à apporter des perspectives décoloniales et des perspectives autochtones dans les pratiques d'enseignement. Ils ont une équipe extraordinaire. Il faut penser au perfectionnement professionnel qui existe déjà. C'est un volet que nous retrouvons souvent. C'est utile pour les chercheurs. Parfois, on ne cherche pas tout simplement du texte, mais on cherche aussi des personnes pour aider l'apprentissage ou le désapprentissage. Je songe aussi à la façon dont les bibliothécaires cherchent des opportunités de perfectionnement professionnel. J'aime aiguiller les gens vers ces ressources, car les personnes qui sont prêtes à faire des présentations ont donné la permission, le consentement de demander de notre temps pour parler des différentes difficultés éprouvées par certains individus. C'est une façon dont je cherche le consentement explicite. Il faut dire ouvertement si on est d'accord de parler de ce sujet, au lieu de présumer que puisqu'on est autochtone, qu'on est prêt à parler de ces enjeux.
Il faut regarder nos tendances quand il est question de se renseigner et de consentement. C'est une très bonne réponse. J'ajouterai ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail seul. Si vous avez des collègues qui s'intéressent aussi à cet apprentissage, apprenez ensemble, formez un groupe. Il y a différentes ressources disponibles, des personnes qui ont offert leur temps. Il ne faut pas présumer qu'une personne autochtone est prête à tout enseigner. Ce serait la mauvaise approche. Les professeurs m'ont confirmé que lorsque je les rassemble, l'apprentissage des apprentissages et le réapprentissage dans une communauté où d'autres personnes font ce travail a été utile pour l'apprentissage. N'ayez pas l'impression que vous devez faire ce travail seul. Je ne sais pas si vous avez un centre d'expertise comme le nôtre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez plaider pour avoir accès à ces ressources. Je lisais un commentaire à l'effet que vous n'avez pas forcément ce type de centre. Trouvez d'autres personnes pour vous appuyer dans vos demandes. Puisque ces initiatives fonctionnent, ce serait normal que vous ayez accès à des choses semblables. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous pouvons passer à la deuxième diapositive. Les maisons d'édition traditionnelles ont souvent ignoré les voix et les perspectives autochtones. Quels seraient les obstacles pour l'inclusion des voix autochtones dans la publication générale et comment peut-on surmonter ces difficultés? Je ne sais pas qui va répondre en premier. Caroline, veux-tu commencer? Je ne veux pas trop m'avancer sur cette question. À Quirwa, nous n'avons pas un manque de création autochtone. Nous en avons une abondance. Ashley, est-ce que tu souhaitais répondre directement à cette question? Non? J'ai quelques points de réflexion sur les obstacles à l'éducation et comment nous voyons le savoir dans le monde universitaire. Nous insistons beaucoup sur la révision par les pairs. Et les ouvrages qu'on lit devraient venir de maisons d'édition universitaires. Il y a une question importante sur qui a le droit de publier dans ces maisons d'édition. S'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui songent à l'importance d'avoir des relations avec les groupes autochtones, les aînés autochtones, les gardiens du savoir autochtones et d'autres membres de la communauté autochtone ont une autre façon de valoriser le savoir. Il faut respecter le fait que des fois, le savoir ne sera pas accessible à tout le monde. Je relis mes notes. C'est à peu près le résumé de mes notes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Tu mentionnes le processus de révision par les pairs. C'est très difficile de ne pas tomber sur le centre autochtone dans mes études de premier cycle. Fidesz Press est la plus vieille maison d'édition autochtone appartenant des groupes autochtones. Gregory Yanyang était un de mes professeurs de premier cycle. Il influence beaucoup le domaine. Il parlait beaucoup de cette question durant les cours. Il parlait des questions de nouveaux savoirs et du savoir qui ne devrait pas être publié. Je dois divulguer qu'il est décédé récemment. Je vais partager le lien vers une vidéo dans le clavardage. Je pense qu'il y a suffisamment de temps qui a passé pour que vous puissiez l'écouter. J'ai visionné l'entretien où il parlait des données autochtones.
il parlait de sa perspective comme éditeur. Ils ont des recommandations quant aux données pour l'évaluation du savoir traditionnel, comprendre les protocoles sur le savoir qui doit être partagé, celui qui ne doit pas être partagé, d'avoir des contacts avec la communauté d'origine de ce savoir. Même si nous mettons la priorité sur les auteurs autochtones dans nos collections, il y a ce processus d'examen par les pairs qui entre en compte. Il faut donc considérer qui sont les personnes qui filtrent le savoir dans ce processus de travail. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui manque dans le processus d'édition. Je comprends qu'il y a les priorités de certaines perspectives. Cependant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les gens comprennent bien ce qui est inclus dans le texte, ce qui ne doit pas être inclus dans le texte et ce qui est rendu accessible. Il le décrit très bien dans un très court entretien. Beaucoup des points qu'il présente pourraient être suivis par des recherches pour comprendre les questions éthiques dans cette œuvre. Si nous avons piqué la curiosité des participants, un de ces ouvrages sur le style autochtone est un livre que je recommande. Normalement, on ne lit pas un guide stylistique pour le plaisir. Ce n'est pas nécessairement ce que les gens préfèrent. Elements of Indigenous Styles va offrir des études de cas avec d'autres chercheurs autochtones et des chercheurs alliés d'une façon merveilleuse. Il y a un mois, on travaillait sur une deuxième édition avec un membre de la famille de Grégory et avec leur consentement. Il y aura une version mise à jour publiée l'année prochaine. C'était très intéressant de voir l'évolution de l'ouvrage. Il y a de nouveaux sujets aussi inclus. Dans la nouvelle édition, on va se pencher sur l'IA et le savoir autochtone. C'est un élément très important. Dans nos questions aujourd'hui, nous allons réfléchir à qui a le droit de parler pour les personnes autochtones, les communautés autochtones de façon historique et actuellement. Il y a la notion de protocole de savoir qui peut être difficile. Certains savoirs ne doivent pas être partagés à certaines saisons et ce n'est pas toute la connaissance qui doit être rendue disponible à tout le monde. C'est une belle façon de faire la transition vers la prochaine question. J'aimerais préciser, Caroline, il faut envoyer le matériel à tout le monde. Nous les avons relayés. N'oubliez pas de cliquer dans le menu défilant pour envoyer les liens à tout le monde. Très bien. Je voyais la deuxième publication, mais je ne comprenais pas. Comment les efforts de développement de collection peuvent mettre la priorité aux auteurs et aux créateurs autochtones? Je pense qu'il faut tout simplement acheter les collections, c'est tout. Mais en plus d'acheter des ouvrages autochtones, il faut accorder la priorité à différentes maisons d'édition autochtones. C'est important de faire de la sensibilisation et de déterminer de qui on achète le contenu. Ce sont d'autres façons par lesquelles on peut soutenir le travail qui se fait. Vous pouvez aussi déterminer s'il y a des lacunes perçues à Ruiroa. Nous avons toutes sortes de questions de recherche
Parfois, on pense qu'il n'y a rien pour l'éducation physique, ou l'ingénierie, ou même les mathématiques. On peut se souvenir des moments où le professeur d'histoire ou un professeur de mathématiques disait si vous avez un arbre d'une telle hauteur et vous devez le couper, à quelle longueur fera l'arbre une fois coupé? Lorsque nous nous penchons sur des disciplines particulières, il y a des connaissances autochtones qui peuvent nous renseigner dans chacun de ces domaines. Il y a des vrais exemples à vie qu'on peut intégrer dans notre travail. Lorsque vous travaillez avec des personnes de la fonction publique, il y a des perceptions sociales quant aux lacunes dans les collections. Nous avons des façons créatives de pouvoir aiguiller les personnes vers des ressources auxquelles nous n'aurions pas pensé au départ. Notamment, il y a des ouvrages avec des questionnaires sur l'éducation n'ont pas toujours besoin d'être apportés à la section sur l'éducation. Il faut peut-être amener les personnes à penser de façon créative quant aux différentes sections de la bibliothèque afin de pouvoir combler les lacunes. Ce n'est pas nécessairement d'accorder la priorité à des créateurs et des auteurs autochtones dans l'acquisition, mais c'est plutôt un service qu'on peut intégrer. On peut même faire plus que tout simplement acheter des ouvrages autochtones et de considérer que le travail est terminé. Nous pouvons aider l'accès et nous pouvons aiguiller les personnes vers d'autres parties de la bibliothèque pour créer une meilleure expérience pour les utilisateurs. Voici mes réflexions. Il faut se défaire de l'idée qu'il y a seulement les ouvrages de mathématiques qui peuvent enseigner les mathématiques. Ce n'est pas la façon dont les sujets fonctionnent et ce n'est pas la façon dont le savoir est échangé. Peut-être que j'aurais mieux réussi en mathématiques si on avait parlé de perlage autochtone. J'ai lu des chapitres à ce sujet pour présenter les mathématiques de cette façon. C'est aussi une question d'avoir la souplesse lorsque nous réfléchissons à ces questions. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut acheter certains ouvrages et il faut consacrer du temps pour déterminer qui sont les éditeurs autochtones. Parfois, les plus petits éditeurs ne font pas partie de nos grands fournisseurs. Il faut les chercher de façon délibérée parce que vous n'allez peut-être pas nécessairement les trouver dans vos formulaires d'approbation. Il est possible de manquer certaines maisons d'édition. Ainsi, pour la réconciliation, il faut établir la priorité des sources d'achat au lieu d'utiliser toujours les mêmes fournisseurs. Il faut appuyer les éditeurs eux-mêmes ou aider les libraires locaux. Nous en avons quelques exemples autour de Vancouver et à Nanaimo sur l'île de Vancouver. Ainsi, vous pouvez aider les éditeurs locaux, ce qui fait partie de la priorité accordée aux auteurs et aux créateurs autochtones. Nous allons poursuivre avec la prochaine question. Quels critères les bibliothécaires devraient considérer lorsqu'ils choisissent des ressources autochtones pour leur collection? La question qu'on pose souvent ici, dans notre succursale, c'est l'identité de l'auteur autochtone. Si l'auteur n'est pas autochtone, est-ce que c'est possible de lire l'introduction, puisque nous connaissons le processus de recherche? Il faut savoir s'il y a des personnes autochtones qui ont été incluses dans la méthode de recherche. C'est l'une des premières questions que nous posons. Nous pouvons aussi nous pencher sur la relation de l'auteur et le contenu. Si une personne est autochtone,
qui est le sujet de l'écriture. En tant que personne Anishinaabe, je ne serais pas à l'aise d'écrire sur la culture musqueam. Ça prendrait juste un jour pour dénoncer cette pratique et de me rappeler à l'ordre. Donc voilà certains critères. Et juste avant de céder la parole à Ashley, j'utilise une ressource pour différentes raisons. C'est une ressource qui a été créée pour le programme de pharmacologie. Elle a pris tous les éléments qui étaient établis pour la pharmacologie et on peut s'en servir à d'autres fins de recherche. Donc, si on est incertain quant à la qualité d'une ressource, ce n'est pas dans mon rôle de vous le dire. Ce serait inapproprié. Mais je peux vous offrir des critères et des questions que vous pouvez vous poser pour déterminer si vous faites confiance à ce qui est présenté. L'autrice s'est penchée sur 4 catégories de questions. C'est une très belle liste de contrôles. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ce que je dis, mais c'est un bon point de départ pour faire l'évaluation. Nous adorons les listes de contrôle dans la bibliothèque. Je pensais à ton commentaire d'être Anishinaabe et de ne rien écrire sur la culture musqueam. C'est un peu comme mon travail à l'université Simon Fraser. Ce matin, je discutais avec quelqu'un d'une question semblable, c'est-à-dire qui peut écrire et qui peut partager. On a parlé du travail de Pauline Johnson et du travail qu'elle fait avec le peuple squamish. Est-ce qu'elle avait demandé la permission de partager ses œuvres? C'est lié à un projet qui pourrait avoir lieu ou peut-être pas. Nous sommes encore aux premières étapes. Nous parlions d'intégrer différentes sculptures et des enseignements, des histoires qui les accompagnent. Et ce serait ma responsabilité de faire en sorte que ces enseignements que j'ai reçus de sculpteurs seraient partagés. Donc, le sculpteur m'avait dit que j'avais la responsabilité de vérifier si le savoir peut être partagé alors que le savoir est partagé avec moi. Parfois, les limites sont un peu floues. Il faut vérifier dans l'introduction, l'auteur ou l'autrice doit spécifier avoir la permission de partager savoir ou que la communauté a demandé que le savoir soit partagé. Pour les Autochtones à l'extérieur de cette communauté, mais aussi pour les chercheurs alliés. Pour un chercheur qui a des liens forts avec la communauté, est-ce qu'il est écrit qu'il y a une permission explicite de partager savoir? Et parfois de préciser qui a donné la permission. À mon avis, c'est important. Ce que tu décris dans ton travail avec ce sculpteur, tu sembles avoir été donné un rôle de témoin. Donc, tu as le devoir de relier l'information. Notre projet est encore au stade de conversation, mais le sculpteur m'a indiqué clairement la procédure à suivre si le projet va de l'avant. Je dois aussi me familiariser avec le protocole et je dois le mettre en œuvre au mieux de ma connaissance. C'est à la fois intéressant, mais c'est une grosse responsabilité. J'en conviens, c'est une grosse responsabilité. Nous pouvons en reparler plus tard. Enfin, lorsqu'il est question de critères,
Peut-être que Kayla l'inclut dans son document. Je ne l'ai pas lu en détail, mais j'ai lu votre document pour la littérature jeunesse. Il est remarquable. Dans le programme de technique de Langara et lorsque je travaille auprès des étudiants, avec ma collègue, nous insistons auprès des étudiants d'avoir une représentation de la diversité. Nous utilisons le terme autochtone, ce qui fait référence aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Si vous avez seulement des voix des Premières Nations, vous allez passer au-dessus des expériences Métis et Inuits. Si vous avez seulement des auteurs hétérosexuels, vous allez manquer beaucoup d'informations. Les hommes, les femmes, les bispirituels, les transgenres doivent être représentés dans la collection, ce qui nécessite du travail. Ces aspects, l'identité, le genre et la sexualité, ne seront peut-être pas indiqués dans les métadonnées. Parfois, ça prend un peu d'effort pour trouver cette information, mais c'est très important d'avoir cette diversité de voix dans une collection. Nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Comment les politiques et les pratiques de développement de collection peuvent être adaptées pour inclure de façon délibérée les perspectives, les cultures et les systèmes de savoir autochtones. Nous en avons déjà parlé un peu, Carline, c'est-à-dire de s'informer sur les protocoles et de savoir où les éléments sont publiés. Dans notre établissement, nous avons un projet pilote pour certains éléments qu'on n'achète pas par notre fournisseur, mais par une librairie autochtone. C'est un bel exemple de changement de politique, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas nécessairement besoin de s'approvisionner par le fournisseur. Dans le développement de collection, j'aime aussi voir comment amener des ressources non textuelles. Quand on interroge les étudiants sur ce qu'est une bibliothèque, les étudiants vont dire que c'est un endroit silencieux, on peut aller emprunter des livres. Ce qui est vrai, mais ça ne représente pas l'ensemble de ce que fait une bibliothèque. J'aime voir comment les bibliothèques peuvent diffuser le savoir en fonction de la nature du savoir et selon la communauté. Dans mon espace, dans la bibliothèque, nous avons des tapisseries et d'autres artisanats des peuples côtiers salish. Ce sera très intéressant de se procurer ces autres ressources. Il faut savoir comment les communautés autochtones avoisinantes ont enregistré leur savoir et échangé leur savoir et comment les bibliothèques peuvent être inclusives de ces formes. Hier, durant la générale, j'étais particulièrement déconcentré lors de cette question. Je crois que c'est parce que je présume que la supposition de tout le monde, c'est que pour avoir une perspective autochtone dans la collection, on trouve des précisions dans les ressources, musiciens, auteurs, metteurs en scène, artistes autochtones, etc. Nous pourrions aller plus loin et de trouver une représentation plus fidèle et l'information sur la souveraineté que les groupes autochtones cherchent. L'acquisition est une chose, mais il faut savoir ce qui ne doit pas être là. Même si une ressource a des centaines d'exemplaires au monde et qu'on ne peut rien faire pour rapatrier ces documents, la communauté ou la nation peut dire qu'elle n'a pas accordé la permission pour ce partage. Sachant que certaines personnes vont venir à Riroir et vont savoir qu'il y a un processus d'approbation.
Et c'est là où l'information est analysée et nous allons déterminer les accès qui ne respectent pas l'éthique en fonction de ce que la communauté nous a dit quant au propriétaire du savoir. Lorsqu'une communauté peut dire, par exemple, ce savoir nous appartient ou nous sommes à l'aise que ce savoir est dans une collection spéciale. Parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas sur les tablettes qui seraient une représentation plus fidèle à la perspective. Même pour le contenu culturel, quand je pense à une tapisserie, il y a certains groupes qui ont des bonnes relations avec les membres de la communauté Musqueam. On n'a pas besoin d'avoir toutes les ressources pour avoir une bonne représentation des perspectives autochtones. À un certain point, certaines personnes vont affirmer qu'il y a peut-être de la revitalisation de certaines pratiques. Bien que la recherche était extractive, certains documents sont nécessaires pour pouvoir revitaliser un élément culturel. On a aussi demandé de conserver un exemplaire. Parfois, on demande de conserver des exemplaires pour pouvoir revenir. Nous cherchons à ce que les utilisateurs reviennent à la bibliothèque et il faut indiquer que ce sont des choses qu'on nous a demandé de conserver. Dans cet exemplaire, ce n'est même pas un auteur autochtone, mais la collection demeurait quand même pertinente pour ces groupes autochtones. C'est très intéressant quant à la souveraineté des récits. Jesse Wendy parle de ce concept et le droit de partager son histoire et qui a le droit de les partager. Il y a aussi le travail de Gregory Younings avec l'édition et la publication, ainsi que les protocoles de savoir. Oui, Baptiste parle beaucoup des protocoles de savoir. C'est une question communautaire. Nous en avons déjà parlé. Un étudiant m'a partagé des livres qui a du savoir cérémonial très puissant, qui n'aurait jamais dû sortir de la communauté. Ça a été publié au début du 20e siècle. Maintenant, ça fait partie du domaine public. Ces exemplaires sont partout. Il y a probablement aussi des exemplaires numériques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois établir des contacts avec ces communautés et de savoir ce qu'elles souhaitent qu'on fasse avec ces ouvrages et ce matériel. Dans notre bibliothèque, nous parlons de politique. Nous parlons de la procédure à suivre. Mais la politique doit être adaptée aux différentes circonstances. Je regrette de devoir vous interrompre. Il nous reste 2 questions avant de procéder à la période de questions-réponses. Nous allons donc essayer de répondre à ces questions également. Quelles considérations éthiques devraient guider les partenariats de développement de collections avec les détenteurs de savoir autochtones? Je serais contente de répondre à cette question rapidement, par souci de temps. Voir une source d'information et un ensemble de données n'est pas quelque chose de distinct de la communauté. Je peux vous expliquer l'éthique de façon simple. C'est comme quelque chose de vivant. Même si je ne peux pas alimenter ou arroser l'éthique, ce n'est pas un bébé ou un enfant, mais l'éthique a une incidence réelle. L'information, même si c'est un ensemble de données, a un lien avec les personnes vivantes et existantes aujourd'hui. Ainsi, j'ai des fondations assez simples pour penser au type de recherche que j'appuie aujourd'hui et son incidence. Peut-être que Ashley peut répondre aussi.
Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter. Dans mes notes, j'ai inscrit les principes PCAP et ce qu'on redonne à la communauté, que ce soit une communauté avoisinante autour de l'établissement ou si c'est une communauté interne, si vous avez des chercheurs, des étudiants autochtones. Je pense que je vais commencer à répondre à la question suivante. Il faut penser à qui a accès à ces données en ce moment et dans l'avenir. Très bien. Nous pouvons peut-être passer immédiatement à la prochaine question. Nous avons déjà une question dans la partie questions-réponses. Comment les bibliothèques peuvent collaborer avec les communautés autochtones pour co-créer des collections qui représentent leur patrimoine culturel de façon authentique et leur contribution contemporaine? Quand j'ai lu cette question, je pensais aux ressources éducatives libres et comment elles peuvent être créées avec les établissements. C'est ce à quoi j'ai pensé. Ma première réponse à cette question est de savoir pourquoi nous faisons ce travail. Est-ce que c'est une initiative de la bibliothèque? Ou est-ce que c'est une initiative d'une communauté qui a été présentée à l'établissement avec une volonté de partenariat pour le projet? Il y a différents parcours pour se rendre là, un peu différents. Si l'initiative vient de la bibliothèque, il faut savoir quelle est la raison d'être. Pourquoi la bibliothèque crée ce projet? Est-ce que c'est une priorité pour la communauté? Ce n'est peut-être pas le cas. En Colombie-Britannique, beaucoup des communautés sont petites et elles ont d'autres priorités que celles de la bibliothèque. Caroline a aussi parlé des données, savoir où les données sont hébergées et qui a accès aux données. Les données peuvent vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être des conversations, des transcriptions, des versions numériques. Ça peut être plusieurs formes d'écriture qui doivent être partagées avec la communauté et la communauté doit avoir la possibilité de retirer son consentement, de ne pas poursuivre le projet ou de ne pas procéder à la publication. La communauté doit être impliquée à 100%, elle doit être ajoutée comme contributeur, ce qui manque souvent dans les documents au sujet des peuples autochtones. Il faut donner beaucoup de pouvoir et d'autonomie aux communautés. Mes réflexions immédiates entouraient quelle est la raison d'être et qui insiste pour l'initiative. C'est complètement différent lorsque l'initiative vient d'ailleurs ou lorsque ce sont des bibliothécaires et des archivistes, que ce soit pour un projet de revitalisation ou de recherche historique. Même si nous connaissons nos valeurs, ce n'est peut-être pas une priorité actuelle. Lorsque certains gens ne sont pas prêts, ça peut être très contre-productif. Parfois, en tant que nation, on voit parfois des personnes qui veulent reprendre le travail de CVR et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si l'établissement est prêt, le gouvernement fédéral est prêt, si la nation est prête, les communautés ne sont peut-être pas encore rendues là. Peut-être que ce n'est pas leur priorité. L'inconvénient, c'est que les personnes qui assument ces rôles, si votre candidat idéal est un bibliothécaire autochtone, comment allons-nous préparer les collègues? Si c'est quelque chose qu'on a localement, comment peut-on offrir le soutien nécessaire? Les gestionnaires doivent se pencher sur le soutien professionnel. C'est très important d'en prendre conscience.
Merci beaucoup, vous deux. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais céder la parole à ma collègue Aditi pour que nous puissions poursuivre avec la période de questions. Merci beaucoup, Carline et Ashley. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je vais vous demander de poser vos questions par la section questions-réponses, mais vous pouvez aussi utiliser le clavardage. Je vous rappelle de faire une pause pour voir s'il y a des commentaires ou d'autres questions. Ainsi, on peut poser ces questions en ligne ou par courriel et de déterminer si on le partage avec la communauté ou non. Il y a des questions dans la section des questions-réponses. Première question. Comment gérez-vous les ouvrages controversés au sujet des personnes autochtones? Nous avons des trousses de réflexion critique quant aux ouvrages qui ont des illustrations et nous avons des lignes directrices pour les ouvrages qui n'ont pas d'illustration. Nous avons certains collègues qui ont questionné la présence de certains ouvrages. C'est ce qu'on trouve dans bon nombre de bibliothèques. Si c'est un roman jeunesse, ça va être soumis à nos critères. Ce sont des ouvrages qui viennent d'ailleurs. Nous déterminons le protocole d'accès. Parfois, c'est un petit peu plus délicat lorsqu'il y a des revendications frauduleuses d'identité autochtone. Nous en avons parlé en tant qu'équipe, mais nous n'avons pas encore une réponse définitive. Je pense que nous n'avons pas nécessairement juste en parler dans notre établissement. Nous sommes 3 qui peuvent en parler, mais ce serait important d'élargir la discussion sur ces questions. Je n'ai pas eu à répondre directement à des préoccupations comme celle-là. Notre établissement a une politique assez stricte quant aux collections, mais dans la collection que je gère à l'Université Simon Fraser, j'avais quelques questions au sujet des auteurs autochtones. J'ai mené mes propres recherches et j'ai découvert qu'un éditeur a vu son identité remise en question. Ensuite, je devais déterminer ce que je faisais avec l'ouvrage. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le maintiens avec une note? Qu'est-ce que ça signifie pour les auteurs autochtones dans la collection? Je pense qu'il faut analyser chaque titre individuellement. Les politiques peuvent être très intéressantes jusqu'au moment qu'on commence à analyser chaque document. Merci, Carline et Ashley. Je vais voir s'il y a d'autres questions. J'ai ma propre question. C'est lié à la conférence Capel. J'ai écouté l'enregistrement. J'ai entendu Deborah Lee parler d'un projet qu'elle a mené pour rendre les collections accessibles aux communautés autochtones. Je me demande si vous avez des réflexions à ce sujet, ou si vous voulez nous éclairer un peu plus. J'écoutais ce que Deborah a dit, et j'y réfléchissais en me rendant au travail ce matin. Je ne sais pas si vous avez des précisions. Le projet vient de la coordonnatrice autochtone, de COPL, et nous avons présenté à CAPL. Parfois, je confonds ces deux acronymes. Ça fait partie du comité sur le savoir autochtone. Lorsque Deborah assumait ce rôle, elle avait le projet First Voices First. Elle a travaillé avec Emerald pour que leurs ressources soient offertes gratuitement, je crois bien, à des organisations et des communautés autochtones, particulièrement
au nord du Manitoba et de la Saskatchewan. Certains détails m'échappent par contre. Faites preuve d'indulgence. Des projets comme ceux-là sont importants, car la publication universitaire se fait par accès payant. Pour faire la recherche, il faut payer pour avoir accès aux articles rédigés par des universitaires qui sont payés par des établissements pour mener la recherche. Il y a une déconnexion entre qui a accès à l'information et qui ne l'a pas. C'est une façon euh, inégale pour avoir accès à l'information. Nous avons un projet prometteur. En Colombie-Britannique, il y a différents établissements universitaires postsecondaires qui ont un projet semblable pour les organismes à but non lucratif. J'aimerais voir quelque chose de semblable pour les communautés autochtones, les organisations autochtones, afin de pouvoir redonner le savoir aux communautés. Souvent, c'est du savoir écrit à leur sujet et aussi des sujets qui peuvent les toucher. En Colombie-Britannique, il y a un groupe d'intérêt autochtone. Ça relève de l'Association de bibliothèques de la province. À ma connaissance, et selon le procès-verbal, il n'y a pas eu beaucoup d'activités depuis 2015. Une partie de leur mission est de partager du savoir sur des questions qui intéressent les peuples autochtones, de créer des relations et d'offrir du soutien aux personnes autochtones qui se joignent à la profession. J'aime ce qu'Ashley dit à propos de rendre l'information accessible. C'est un travail de longue haleine. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut faire rapidement. Ça prend un certain temps pour avoir l'adhésion communautaire. Les relations se feront au fil du temps. En tant que collectif, nous pouvons nous réunir et réfléchir à la façon de faire le travail. Car ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dehors d'un effort collaboratif. Mais peut-être que les consortiums pourraient inclure ça dans leur planification stratégique et leur travail de réconciliation. En négociant des licences pour les plus grands établissements, peut-être qu'on pourrait négocier quelques licences pour les communautés autochtones, les organismes à but non lucratif également. Je vois toutes sortes de possibilités s'il y a des éditeurs qui écoutent. Je vais céder la parole à Julie, car je crois que nous arrivons près de la fin de ce webinaire. Je vais céder la parole à Julie pour la suite des choses. Au nom de l'ABRC, j'aimerais remercier nos présentatrices Ashley et Carleen. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. J'aimerais remercier Aditi pour avoir surveillé le chat. Nous nous excusons de ne pas pouvoir offrir l'interprétation simultanée en direct. Restez à l'affût pour les prochains webinaires de cette série et nous espérons vous revoir bientôt. Merci tout le monde et je vous souhaite une belle semaine.